Ça y est, le générique. On est Tu l'as vu parti. le générique la dernière fois? Oui, très Tu l'as vu sympa. Ok. J'aime beaucoup. Bon, Kevan aujourd'hui. Kevan Legendre, C'est ça. 27 ans. 28. T'as pris une année cet été? Au mois de mai, ouais. Ok. Bon, mes informations sont pas encore tout à fait bonnes. Kevan, tu es speaker. C'est C'est ça. un terme aujourd'hui qu'on définit comme journaliste, animateur, commentateur, maître de cérémonie. C'est des termes qui sont un peu affiliés. Oui, alors journaliste, moins. Un peu moins. Speaker, c'est vraiment sur la partie animation en réel, mais on accompagne, mais on commente, on commente pas en fait. Je dirais speaker. Moi, s'il fallait me qualifier, je dirais speaker, animateur et maître de cérémonie parce que c'est vraiment trois Ok. tâches à part. Il y a une de ces tâches que tu préfères par rapport à une autre? Speaker, Speaker, je pense. vraiment le speaking pur et dur, quoi. Speaker et en fait animateur. En fait, les deux se rejoignent beaucoup. Ok. Speaker, on va dire, c'est plus protocolaire. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler, mais animateur, c'est vraiment la partie ambiance, la partie mettre le feu, la partie faire vivre des émotions aux gens, et c'est vraiment là-dessus que je On va y revenir, tu vas voir. me place. Toi, ta spécialité, c'est le sport aujourd'hui. Mm. Est-ce que tu te souviens de notre première rencontre? Toute première. C'est possible que tu ne saches pas. En tout cas, que tu n'es pas la même que moi. Moi, la première fois qu'on a vraiment parlé dans une enceinte sportive, c'était à la sortie d'un match des 14, mais avant. Après, j'ai une très mauvaise mémoire, faut savoir. Surtout quand je suis fatigué. Ça aide pas. et je sors d'une petite nuit de sommeil. Non, comme ça, là. Est-ce que si je te dis que la première fois qu'on s'est vu, c'était il y a 6 ans, tu t'en rappelles ou pas? Est-ce que ça t'aide? 2018. Ouais, 2018 quand même. T'avais moins de barbe. Ouais, c'est vraiment. Elle est arrivée avec le confinement. Non, 2018, c'est marrant parce que c'est une année où, au contraire, j'ai fait un peu moins de choses. Écoute, je vais t'aider à te rafraîchir un peu la mémoire. Notre première rencontre, elle s'est déroulée dans un restaurant. On s'est croisés là-bas. Et tu étais en train de cast un match de la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Est-ce que tu te rappelles de ça? Alors, ouais, mais je crois que tes infos, elles sont pas bonnes. Ah, sont pas... Yes. Je me souviens T'étais ça. peut-être pas en train de cast. On peut dire le nom du restaurant? On peut dire le nom du Alors, restaurant. du coup, c'était à la taverne. Exactement. Mais du coup, c'était pas en 2018. Ok. C'était pour l'Euro 2020 qui a eu lieu en 2021. Donc, Ok. c'était en juin 2021. Ok. Bon, tu vois, le... C'est les deuxièmes mauvaises infos. Mais t'as donné sur les photos sont pas bonnes. Bon. 2 infos mauvaises en 2000. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, le travail de préparation de ces épisodes, il est un peu compliqué. Surtout quand, entre guillemets, on n'a pas eu forcément l'occasion d'échanger parce que C'est vrai. t'es pas au courant de ce qui va se passer aujourd'hui. Du tout. Moi, j'ai dû fouiller un petit peu donc sur Internet et sur ce que je peux trouver comme information en fait sur toi. On se connaît, on s'est vu sur 2-3 événements à droite à gauche. Aujourd'hui, j'ai envie d'en savoir un peu plus, que tu nous parles un peu plus de toi. Pour commencer, est-ce qu'il y a quelqu'un de ta famille qui exerce ton métier? Alors, d'une certaine façon, parce que je pense que le speaking, je ne sais pas depuis combien de temps ça existe d'ailleurs, mais du moins quelque chose dans l'art oratoire, le fait de s'exprimer en public. Alors, c'est marrant que tu poses cette question parce qu'on me l'a jamais posée et la réponse c'est pas du tout. Parce que vraiment, non, moi je suis un peu un ovni dans ma famille. Ok. C'est-à-dire que c'est une famille où tout le monde fait des métiers plutôt ouvriers, famille plus que modeste, quoi. Très classique, à la base de campagne. Après, je me suis rapproché de la ville au début de mon adolescence, mais non, je suis vraiment issu d'une famille qui, voilà, c'était très fan de sport, mais pas du tout à même de se montrer en public, Ok. de parler devant plein de gens, et voilà, quoi. Et d'ailleurs, souvent, enfin, c'est moi qui, moi, je voulais à la base être journaliste, faire de la radio. Et donc j'ai fait un bac littéraire et c'est vrai que j'aimais bien un petit peu corriger. Alors c'était mon petit côté mauvais quand j'étais petit, c'est corriger les gens. Quoi. Et des fautes Une d'orthographe. phrase mal tournée, Ouais. des petites fautes et tout dans ma famille et j'avais un peu cette étiquette-là. Mais non, si pour répondre à ta question, Ok. pas du tout. Ouais. Et donc, si personne de ta famille faisait ça, alors tu viens de le dire, tes études t'ont peut-être un peu mené vers, en tout cas la langue de manière générale, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Comment tu as découvert que tu voulais faire ça? Alors, quand je dis ça, je parle du coup plus de ton parcours.
Si je retrace, et là j'espère pas me tromper sur mes infos, mais en 2013-2014, tu as eu une expérience radio chez Vague FM. J'ai même commencé en décembre 2011. Décembre 2011, ok, donc c'est même plus vieux que ce que je pensais. Comment ça a démarré, cette expérience à la radio, du coup? En fait, moi j'ai grandi dans un petit village de campagne qui s'appelle Artenay et j'étais fan de rap. Quand j'avais, comme beaucoup de gens qui regardent cette vidéo, on découvre ça à nos 10, 11, 12 ans, 13 ans, et puis après ça nous tient jusqu'à au moins l'âge adulte. Et donc j'avais 15 ans, donc en 2011, et il y avait une émission. C'est marrant parce que c'est une radio qui à la base diffuse du musette, je sais pas si tu vois ce que c'est, l'accordéon, tout ça, qui n'a rien à voir avec le rap. Et il y avait une émission en fait, dans ce village, j'avais deux potes qui ont 15 ans de plus que moi, qui s'appellent David et Steve. S'ils regardent cette vidéo, je les salue. Et ils faisaient une émission qui s'appelait Rapatitude. Et ils avaient commencé en 99. Je sais pas si tu étais né. Pas encore. Pas encore né, tu te rends compte ? J'avais 3 ans, moi. 99. Le lendemain, il y avait une grosse tempête dans le Loiret. Vous pouvez faire les recherches sur Internet si vous le souhaitez. Et ils ont commencé le lendemain de cette fameuse tempête. Et c'était une émission de rap. Donc Rapatitude, c'était tous les dimanches, 18h, 20h. C'était 2 heures de rap. Et donc, dans un petit bled de campagne avec une radio à audimat majoritairement âgée, parce que le musette, c'était à destination quand même des personnes, en tout cas, des générations au-dessus. Sur le style, Il y avait un petit peu de pop et tout, mais voilà, la radio était connue pour son image musette, en tout cas. Et ils ont fait ça, et ils sont partis vraiment avec rien. À l'époque, il n'y avait pas... tout n'était pas digital, c'était des CD, etc. Enfin bref, et ils ont fait ça, ils ont monté un beau truc, ils faisaient gagner des vêtements avec des marques de streetwear, etc. Et parce qu'ils ont grandi, ils avaient 25 ans passés, et en 2006, ils ont arrêté. Et David, l'un des deux, en 2011, il souhaitait reprendre l'émission. Et moi, je lui ai dit que faire de la radio, ce serait mon rêve. Parce qu'en fait, moi, il faut savoir que quand j'étais petit, je jouais à FIFA, j'avais 8 ans. Je commentais moi-même, je coupais les commentaires de Hervé Matou, je ne sais pas si c'était lui à l'époque. Et je coupais les commentaires et moi, je commentais mes matchs. Et en fait, j'aimais trop faire de la radio. Et en plus, j'adorais le rap. Donc, il m'a dit, écoute, je cherche quelqu'un que je pourrais lancer en 2-3 mois, le former vite fait, faire des émissions avec moi. Et après, moi, j'arrête. Et lui remplace parce que j'ai envie que cette flamme perdure et tout. Et donc, on a fait le 11 décembre 2011, j'ai fait ma première émission radio. Donc au début, j'avais la voix qui tremblait. En plus, voix d'ado de 15 ans, machin, laisse tomber. C'était catastrophique. Mais de fil en aiguille, on a progressé. Et on invitait dans cette émission des rappeurs de toute la France. Alors, pas forcément les plus connus, parce qu'on était une petite radio. On avait moins de visibilité que les grandes radios de rap comme Génération à l'époque ou Skyrock, etc. Mais voilà, de fil en aiguille, on a monté une communauté, etc. On a fait plein de choses. On a invité plus de 100 artistes au total. Et j'ai fait ça jusqu'en 2017, où j'ai arrêté pour partir à Skyrock. Mais je faisais l'émission de rap et aussi, j'avais touché un petit peu à tout. Je faisais des mornings, je faisais une émission de sport où je commentais les matchs, etc. Mais cette émission de rap a duré 7 ans. Ce que j'allais dire, t'anticipes un peu sur la suite, mais t'as rencontré pas mal d'artistes à ce moment-là. Est-ce qu'il y en a un qui t'a plus marqué que les autres au niveau de ta vie, peut-être parce que t'écoutais vraiment ce qu'il faisait comme un fan en fait, simplement de son style musical ou d'un album précis, je sais pas. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu vraiment quelqu'un qui t'a marqué plus qu'un autre? Alors on a eu des mecs géniaux. Moi, ceux qui m'ont marqué, il y en a deux. En fait, il y a un collectif et un mec tout seul. Le collectif, c'est des gars d'Orléans, ça s'appelle Conscouze, avec des rappeurs comme Faisal, les Lex Luthor, etc. Enfin, Dari, enfin, tous ces gens-là se reconnaîtront. Et en fait, c'était des mecs qui avaient fait des premières parties de Psychiatre de la Rime quand j'étais petit, ce qui est un groupe iconique pour moi. Et en fait, ces mecs-là, ils venaient de La Source ou de l'Argonne pour certains jusqu'à Artenay. Et je me souviens, on avait fait, avec Alexis à l'époque d'ailleurs, que je salue, on avait fait 12 heures un soir, une nocturne de 20h à 8h du matin. Toutes les heures, on ramenait des rappeurs, mais en direct toute la nuit. C'était incroyable. Et ils étaient venus et toutes les heures, ils venaient, ils avaient passé la soirée avec nous. J'ai d'ailleurs une photo légendaire juste devant la radio. Et ces mecs-là, ils venaient hyper fréquemment, parce que moi, j'aimais bien avoir des artistes souvent. Et du coup, ils venaient dès qu'il y avait un projet, ou même des fois quand j'avais envie de les inviter. Souvent, il y avait toujours quelqu'un qui avait un projet à présenter. Et je me souviens de gars, moi, j'étais le petit gars. En fait, je me remets à leur place aujourd'hui, parce qu'on va dire qu'ils avaient à peu près mon âge quand je les invitais à l'époque. Et moi, je me dis, le gars a 15 ans, il a même pas de barbe, il fait 1m60, il a une voix d'enfant,
il fait une émission de rap. Mais ils ont pas été dans ce jugement de genre campagnard ou quoi. Ils ont vraiment ajouté un plus à l'émission. Ils ont vraiment ajouté une identité orléanaise, tu vois, et du coin. Et en plus, c'était des soirées mémorables. Donc eux m'ont beaucoup marqué. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, je suis toujours en contact avec ces gars-là. Pour certains, c'est devenu des potes, etc. Ouais, et il y en a un qui s'appelle Jarod. C'est un rappeur, il était dans Watibé avant. En fait, c'est un gars, il aurait dû partir avec la section d'assaut. Et au moment où la section s'est pété en 2010, juste avant, il a dit non, moi je veux partir en solo. Il a eu une belle carrière en solo, d'ailleurs il continue de rapper. Et je me souviens, c'était la première star. Alors je sais que peut-être au grand public ça parle pas, mais dans le monde du rap, il était très connu à l'époque, il y a une dizaine d'années. Et c'est le premier gros nom qu'on a ramené. On avait d'ailleurs fait des audiences de fou. Et il était même revenu après plusieurs fois. À chaque projet, il venait de Paris et tout. Et voilà, mais tous dans leur, tous avaient une singularité et tous m'ont marqué. Je me souviens avoir fait XO, qui avait fait, je crois que c'est On n'est pas tout seul avec Gradure. Ouais. Et le gars, 2 mois après, il est venu. Et 2 mois après, ça pète avec quand Gradure avait sorti ses Che Guevara. Enfin, ça se trouve là, je parle chinois pour beaucoup. Mais voilà, c'était une petite fierté à l'époque. En tant que mec qui est vraiment fan de rap, que tu te dis, le gars, je l'ai reçu 2 mois avant. Et là, toute la France le connaît. À l'époque, en tout cas, le connaissait. Je pense à Godwin, du coup, qui a fait le dernier épisode, qui lui a ton âge d'ailleurs, et qui a rencontré toute la section au grand complet. Mais pas ici. Je pense que ça doit lui parler, tu vois, Jarod et tout ce qui s'ensuit. Cette époque-là, il l'a connu comme toi. Ça t'a un petit peu forgé, du coup, tout ça, je suppose, et en termes d'expérience milieu radio. Tu l'as dit ensuite, après, tu as rejoint Skyrock, donc en 2017, où tu as eu une expérience aussi comme community manager. C'est ça, et je sais pas comment, assistant antenne. En gros, j'étais community manager d'une émission de flux entre 16h et 20h. Et je faisais aussi gagner les cadeaux, responsable des cadeaux avec les auditeurs et tout. Ouais. Et de 20h à 21h sur Planète Rap, qui est toujours le créneau actuel, c'est moi qui m'occupais de prendre des vidéos, des photos pour les réseaux sociaux. Et je préparais aussi en amont chaque émission avec les maisons de disques, les artistes, etc. Pour que je proposais des chroniques, etc. Beaucoup plus complet que ce que tu avais exploré avant, où tu étais sur une petite émission, sans dévaloriser la chose, mais c'était carrément plus complet. Moi, à l'époque, c'était mon rêve, en fait. Et un jour ils font une proposition d'un contrat de 3 mois, débouchable sur un CDI. Et je postule. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ça aussi, je ne l'ai pas raconté. Et d'ailleurs, j'aurais dû le citer lui. Dans mon émission d'avant, Rap Attitude sur Vague FM, un jour, je me souviens, je vais pas au lycée en première. J'étais très absent à l'époque au lycée parce que pour moi, ma vie c'était la radio et de toute façon, j'allais pas faire d'études, je le savais. Et j'envoie un tweet à Fred Musa de Planète Rap. C'était en 2012. Et j'étais au lycée, mais j'étais arrivé en retard, donc j'étais en salle d'études. Je lui envoie un tweet, j'ai salut, possible de t'interviewer sur ma radio, juste ça. Il m'écrit, envoie-moi un mail, il me donne son mail. Je lui envoie un mail, je dis, ouais, vas-y, il me répondra jamais, c'est Fred, vas-y, c'est bon. Et le gars me répond, même pas 1 heure après, salut, ok, pour dimanche, donne-moi le numéro de la radio, je t'appelle. En mode, il me donne pas son numéro, et c'était par téléphone. Mais c'était déjà un truc de fou pour moi. C'est le gars. Déjà, quand on arrive là, qui te dit oui. Voilà. Le gars, moi, je suis fan de rap, mais je suis fan de radio, en fait. Moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est moins dans la tendance. C'est pour ça aussi que j'ai aussi quitté ce milieu, mais moi j'étais fan. Fred, c'était je voulais être lui. Ouais, carrément. Donc on l'appelle, donc l'émission c'est 18h-20h et on avait prévu 19h-20h pour l'interview avec lui. Non, on l'appelle pas. Donc je lui donne le numéro de la radio et à 19h il appelle. On fait l'interview, nickel, ça se passe à merveille. Et je reviens dessus parce que ça va en dire long sur le reste à Skyrock. Allons-y. Et donc une interview et tout. Je me souviens, c'était en décembre non, c'était novembre 2012. Et moi, le téléphone, la radio, c'était un téléphone fixe. Après l'interview, je vais dans les appels, les derniers appels. Je prends son 06 parce qu'il ne nous avait pas appelé en inconnu. Il m'avait appelé avec son 06. Et là, je pense que c'est le meilleur acte de ma carrière d'animateur radio. Je prends son numéro. Et j'envoie un SMS avec mon téléphone. Salut, c'est Kevin. Merci pour cette interview, c'était fou. Donc à l'époque, j'avais 16 ans. J'étais un peu la star au lycée, genre le gars qui fait de la radio et qui a interviewé Fred. Merci et tout, machin. Ouais, merci à toi et tout. Bon courage pour la suite et tout. Bon, ok. Et en décembre 2012, la radio fêtait ses 30 ans. Et donc avec 2 autres animateurs,
Léo, qui est aujourd'hui sur France Bleu, et une fille qui s'appelle Pauline, que je salue. On décide de faire 30 heures de radio non-stop. C'est-à-dire qu'on fait 30 heures non-stop sans dormir, que tous les trois à l'antenne. Donc des mornings, des radios libres et tout, des trucs de défis et tout. Et je dis à Fred, je dis écoute, donc je prends mon téléphone, donc c'était du 26 décembre au 28 décembre. C'était juste après Noël. Ouais. Je dis Fred, écoute, on fait 30 heures de radio non-stop, on aimerait trop t'avoir avec nous par téléphone. Ok, pas de souci. Donc le soir en prime time, il nous appelle de Skyrock avec Mehdi et tout. On l'appelle et tout, machin, on rigole, on se tape des barres pendant une demi-heure et tout. Et je lui lance à la radio comme ça en direct. Et je me souviens, on avait fini en top tweet. À l'époque, en 2012, je te jure, c'était 30 heures de radio non-stop, le hashtag. Et on avait fini en top tweet, je te jure, c'est vrai. J'ai encore la photo. Et je lui balance à l'antenne. Je dis bon, bah, il n'y a plus qu'à nous inviter maintenant à Skyrock. Mais j'y crois même pas. Il fait ouais, bah, venez la semaine prochaine si vous voulez. Enfin, après, il me dit ouais, on en parle en antenne. Je le reprends en antenne. Ouais, bah, venez la semaine prochaine, pas de souci. Et donc, le 2 janvier 2013, on va à Skyrock en spectateur. Ouais. C'était un 995 à l'époque qui présentait son album Paris Sud Minute. J'ai une magnifique photo de moi avec Nekfeu sur les réseaux sociaux, Alpha One et tout. Et de là, il nous voit en vrai. Et lui et Mehdi, qui à l'époque animait le 12h-16h, tombe en kiff sur moi. Enfin, on s'entend très bien, il y a un truc, tu vois. Et depuis, Fred, on prenait des nouvelles. Et à l'époque, donc tous les mois, ou tous les 2 mois, mais au pire tous les mois, j'avais pas le permis, c'était des potes qui m'emmenaient et tout. Et puis mes potes, ils attendaient que ça. Ils écoutaient tous du rap, voire des rappeurs à l'époque que tout le monde écoutait. Donc, sur Skyrock, c'est génial. Mes potes, ils me venaient en courant. Ils me disaient, vas-y, t'inquiète, je t'amène, t'es le roi. Et donc, tous les mois, pendant 3-4 ans, j'allais à Skyrock. Et donc, je te raconte ça parce que du coup, on arrive 3-4 ans après, en 2017. Et donc là, l'été, ils postent une offre. C'est vrai qu'ils cherchent quelqu'un. Sachant qu'entre-temps, je t'ai pas dit, mais aussi, ma mère m'avait organisé mes 18 ans surprise et Fred est venu en scooter de Paris à mon anniversaire. Ok, mortel. Présentation musique Ligue des Champions, j'arrive les yeux bandés, Fred qui est là, j'y croyais pas, tu vois, truc de ouf. Enfin bref. Du coup, avec Fred, on était devenus plutôt potes. Bah ouais, c'est clair, si on arrive à venir à tes 18 ans, ouais, il y a un truc, il y a un feeling. On était devenus, je dirais pas amis, mais très très bons potes. Et moi, c'était comme mon père spirituel, en tout cas. Okay. C'est lui qui m'a beaucoup épaulé. Et donc 2017, été 2017, il poste une offre, c'est une sorte de stage de 3 mois, tu vois, et après, débouchable sur un CDI et tout. Et j'ai dit, vas-y, je postule. Et je crois qu'ils m'ont dit, on était presque 300 à avoir postulé. Donc c'était pour faire 16h-20h et Planète Rap 20h-21h. Et en fait, j'ai été pris sans que Fred ne soit au courant. Ok. Oui, donc ça n'a même pas joué en... Non, mais justement, en fait, beaucoup pensent que j'ai été pistonné. Fred, il m'a dit, le premier jour, il me dit, c'est toi qui as été pris. Il me dit, j'étais même pas au courant, parce que lui, il était en vacances, le gars. Il revenait le lundi, première saison de Planète Rap. Je me souviens, c'était avec PLK, mon premier Planète Rap. Et lui revenait de vacances, il savait même pas. Et j'ai été pris. Et donc de là a commencé l'aventure. Ok, magnifique. Ah, tu vois, je m'attendais à une autre chute. J'attendais à ce que du coup ça se fasse naturellement. Fred te dise, bah écoute, t'as qu'à le faire. Ah, ça s'est fait totalement différemment. Ouais. Donc tu t'es quand même démarqué des autres, quoi. T'as pas eu ce truc de. Ouais, bah, j'avais fait. C'est bien, c'est mieux même. Ouais, après je pense peut-être qu'il me connaissait parce que il y avait des artistes qui étaient venus chez nous et après ils étaient allés faire la nocturne et je sais que je m'étais arrangé pour qu'à Skyrock mon nom parle, mais je te jure que Fred n'avait vraiment rien à voir avec le recrutement. Il était d'ailleurs très surpris et très heureux du coup. Oui, forcément. Que je sois pris, quoi. C'est bien, c'est très bien même, tu vois, d'arriver à, enfin, je dis ça pour moi, d'arriver à illustrer des images que j'ai vues sur les réseaux, parce qu'il y a des images, je sais pas d'où elles sortent. C'est vrai que tu ne donnais pas beaucoup de contexte quand tu postais des images avant. Du moins, il y avait un ou deux mots en description. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu as retrouvé le gamin qui a fait tomber sa glace Non, c'était un été en Vendée, il y a quelques années de ça, et j'ai jamais retrouvé ce foutu gosse. Quand on regarde tes réseaux, tu partages pas mal de choses qui, d'ailleurs, m'ont permis d'un peu préparer tout ça. Et on voit un tournant à un moment donné. C'est là où tu lances ton projet, donc KL Events. Comment s'est déroulé ton premier projet? Est-ce que tu l'assumes encore aujourd'hui? Mon premier projet? Avec, du coup, cette nouvelle entité KL Events. Ma première prestation? Exactement. Tu parles de Weshden? Je parle de ta première prestation. Je l'assume, oui, je l'assume, parce qu'au final, c'est à partir de là où je me suis dit, en fait, mec, faut que tu... En fait, c'est marrant, parce que je l'avais ouvert au 1er septembre. Et c'était le 1er ou le 2 septembre. Et en fait, c'est ça qui m'a dit. Mais en fait, j'étais pas... Le mois d'aujourd'hui, il n'a rien à voir avec le gars d'il y a 3 ans qui a fait ça. D'ailleurs, ça fait 3 ans quasi jour pour jour aujourd'hui. Mais à l'heure où on tourne.
Oui. si on peut le dire. Et à l'époque, oui, non, c'était le bazar. Ça n'a rien à voir. J'étais pas pro, je savais même pas. Moi, en fait, on m'a dit, viens là, tu vas faire ça. J'avais jamais fait. En plus, ce niveau technique, c'était le bazar. Mais très content, notamment. Ça forge. Ouais, ça forge. Ça forge. Ça forge. Euh, Ça me fait rire maintenant que tu m'en parles. c'est pas un métier, tu vois, on le disait tout à l'heure par rapport à ta famille, du coup, qui faisait des métiers un peu totalement différents. C'est pas un métier sécure, on va dire. Enfin, je pense que sécurité de l'emploi dans ce milieu-là, ça doit être un peu complexe. Comment ça a été accueilli par tes proches quand tu as pris ce tournant, donc Kale Event, et tu t'es dit, ok, parce que tu as mis de côté la radio à ce moment-là, comment tes proches ils l'ont accueilli, le fait que du coup tu changes totalement de secteur, que tu arrives sur quelque chose où tu n'as plus cette sécurité de l'emploi, comment ça se passait? Faut savoir que moi déjà j'étais toujours un peu, j'avais du mal à rester en place. Je vacillais beaucoup entre divers trucs, je crois, je te jure, j'ai 28 ans, je n'ai jamais eu de CDI de ma vie, genre de CDI signé. Oui, signé. Un quasi, mais j'avais pas. Et on m'en a proposé un Skyrock et j'ai dit non. On aurait pu revenir sur cette histoire. Mais bon, personne n'y croyait. Même ma femme, elle n'y croyait pas. Elle me fait, vas-y, arrête. Tu vas prendre temps pour faire ça, t'es ridicule, machin. Je te jure. Hein. Ouais. Elle me soutenait, elle m'a toujours soutenu. Et c'est la face cachée de ma réussite aujourd'hui. Sans elle, j'aurais jamais réussi. En tout cas, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Mais personne n'y croyait, personne, même elle. Vas-y, arrête, vas-y, toi. Et maintenant, c'est elle qui me fait, vas-y, tu mets les zéros après le. Tu vois. Et je te jure. Et non, personne n'y croyait. Mais moi, j'étais persuadé, quand je voyais ce qui se faisait dans ce domaine-là, que j'avais. T'avais ta place. Mais plus que ma place, en fait. En toute modestie, parce que je suis pas du genre. Hautain ou prétentieux. Mais quand je voyais, je me dis, je voyais des trucs, des mecs, c'est du gâchis là. Moi, je ferais ça comme ci, comme ça. Alors, je sais que certains peut-être peuvent se dire, ouais, mais non, moi, j'aime pas ce que tu fais. Mais pour moi, en tout cas, je pense que à l'heure d'aujourd'hui, du coup, je suis bien en place. Et à l'époque, oui, non, personne n'y croyait. Et moi, il faut savoir que mes rapports avec ma famille sont assez spéciaux. Ma famille, c'est un peu dilapidé suite au divorce de mes parents. Et j'ai jamais eu vraiment le soutien de mes parents. C'est-à-dire qu'ils m'aiment, je le sais, mais tu vois. Ça t'a pas forcément apporté de soutien professionnellement parlant, en tout cas? Non, jamais. Après, quand je réussissais des trucs, ils étaient fiers de moi, mais j'ai jamais eu vraiment un soutien coûte que coûte. Mais par contre, ma femme qui m'a beaucoup soutenu, sa famille aussi, tu vois. Mais oui, personne n'y croyait. D'ailleurs, mes beaux-parents ne savaient même pas que c'était un métier. Oui, donc ils m'ont fait, mais en fait, faut c'est nouveau ces métiers-là aussi. Ah oui, je dis, je viens d'enchaîner 3 matchs ce week-end. Ouais, mais il faut que tu ailles travailler. Ah oui. Mais non, mais en fait, je travaille. C'est ça. Mais non, mais tu fais quoi? Tu parles enfin bref. C'est vrai que c'est complexe. Et quand tu as du coup lancé à ce moment-là, tu as arrêté la radio. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es peut-être inspiré de d'autres personnes, d'autres speakers qui étaient peut-être déjà en place? Est-ce que tu as un top 3, j'ai envie de dire, ou au moins une personne où tu aimes ce travail qui se rejoint avec ce que tu fais aujourd'hui? S'il y a une personne dont je me suis inspiré, je dirais Hervé Temgoua, qui était en fait... moi, j'ai commencé en 2021. Pour en revenir au début de l'histoire, je parle beaucoup, je suis désolé. Écoute, pour en revenir au début de l'histoire, j'ai créé ma boîte le 1er septembre 2021. Et en fait, l'été d'avant, moi, je voulais bosser dans le sport. Et le fameux jour où on se voit à la taverne, je croise l'ancien speaker de l'OLB qui s'occupait du matos sonore de la taverne. Parce qu'il faisait des petits trucs, des soirées dansantes après, concerts et tout. Et le gars me dit, donc le gérant de la salle de la taverne, qui s'appelle Victor, un très bon pote, il me dit, bah tiens, je te présente machin, c'est l'ancien speaker de l'OLB, il arrête. Il savait, Victor, que j'adorais le sport. Et il me fait, ouais, j'arrête à l'OLB, machin, bah t'as qu'à leur écrire. Le soir, je rentre chez moi après le match, j'envoie un mail sur le site de l'OLB. Bonjour, voilà, j'ai pas d'expérience, rien, mais j'ai envie de devenir speaker. Venez, on se voit et j'ai envie que vous me preniez. Voilà, j'ai fait ci, j'ai fait de la radio, je m'y connais en musique et tout. Ouais, bah viens, rendez-vous, ça se passe bien. Et ils me disent, écoute, t'as pas d'expérience en tant que speaker, donc on va te mettre un speaker avec toi. Tu vas faire 2 ans bénévolement et le but c'est qu'après 2 ans, ce soit toi notre speaker. Ok, génial. Donc ils prennent Hervé, qui avait un peu plus d'expérience, lui, dedans. Et on va dire que je me suis beaucoup... Enfin, j'ai regardé ce qu'il faisait parce que j'aimais bien ce qu'il faisait. Okay. Et donc il y a des trucs que oui, je me suis clairement inspiré sur lui. Après...
C'était peut-être un peu aussi ton mentor à ce moment-là, donc Ouais, c'est ouais, normal, ouais, bien tu sûr. t'inspires forcément des gens que tu... Ouais, mais il y avait des trucs qu'il faisait que moi j'aurais fait différemment, etc. Et donc du coup j'ai fait avec ma touche et tout. Et les autres, il y en a que je trouve bons, mais pour être très honnête, je me suis vraiment inspiré de personne. J'ai Ok. fait comme moi. En fait, je me suis dit, je vais voir pas mal de matchs. J'aimerais voir ça moi en tant que spectateur, en tant que supporter. Et j'ai fait ce que j'aimerais qu'on me propose. Ok. Donc voilà, Ce qui est pas plus mal dans la démarche, parce qu'au final, tu proposes ce qui te plaît à toi, donc c'est ça. t'aimes ce que tu fais, et d'autres personnes aimeront forcément ce que tu proposes. Il faut faire des trucs que tu penses qui te plaisent, mais il faut aussi pas faire que des trucs qui te plaisent à toi et se dire, il y a d'autres gens, il faut aussi s'adapter. C'est comme si tu es un DJ, bah, tu vas faire DJ sur un match de basket, bah, tu vas pas mettre des sons que tu mets en boîte de nuit la veille au soir. C'est un autre public et il faut s'adapter. C'est comme dans tous les domaines, tous les contextes pro, tu as des codes à avoir, certainement, tu as des choses à faire et d'autres à surtout pas faire. Il y a une semaine d'ailleurs, tu as mis un post sur LinkedIn comme annonce des clubs que tu accompagnes cette année. Mm. Dedans, on retrouve donc l'ADA à Blois, le Paris Volley, le basket féminin à Chartres, donc que tu faisais déjà d'ailleurs l'année passée. Gros cœur sûr. Les Septors. Mm. D'ailleurs, normalement, on va se croiser cette année, ce soir même d'ailleurs. C'est exactement vers ça que tu voulais te diriger quand tu allais dans le speaking sportif. Est-ce que tu savais, quand tu as entamé l'OLB, que derrière, potentiellement, tu irais vers d'autres clubs et que tu pourrais évoluer de sorte à être demandé ailleurs? J'aspirais à ça, mais que ça arrive sur la deuxième saison complète où vraiment c'est mon métier à temps plein. Parce que la première saison, faut savoir que j'ai fait 2 ans où je prenais pas un radis, je faisais bénévolement à l'OLB, j'ai pas pris 1 euro. Un jour, j'ai remplacé Hervé sur un match de Coupe de France, je prenais un truc mais dérisoire. Et sinon, c'était que bénévolement, mais j'aimais ça. Donc moi, et puis j'avais zéro justificatif de faire payer ma prestation parce que je débutais. Donc Bien sûr. c'était mon... Bah, comme toi, hein, ça peut t'arriver, je pense. Tu montres ce que tu fais gratuitement. Et puis après, une fois que t'es apprécié, ta prestation, tu la valorises. Et je pensais que ça allait arriver, donc d'avoir plusieurs clubs parce que... Mais pas aussitôt. En toute modestie, je pense vraiment que je me place dans le panier, la moyenne haute, en tout cas des speakers. Mais pas si tôt. Moi, je me suis dit, au bout de 5 ans, 6 ans, ce sera un rêve. Et là, c'est ma deuxième saison et c'est déjà le cas. Donc, les choses sont allées plus vite que magnifique. prévu. Bah oui. C'est magnifique. Je suis trop heureux. Il y a une phrase que tu as évoquée lors d'un article. C'est j'essaie de faire en sorte que les gens passent un bon moment. Mm. C'est, je suppose, aujourd'hui une de tes phrases qui dicte un peu ce que tu fais. Est-ce qu'il y a un moment où, quand tu prends le micro, tu te dis ok, il y a potentiellement là entre 2000 et 10 000 personnes qui m'écoutent et l'ambiance générale de l'événement, elle repose sur ta voix. Mm. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, t'en prends conscience, ou est-ce qu'il y a, je sais pas, cette petite boule au ventre avant de commencer, ou comment ça se passe aujourd'hui? C'est quoi ta sensation quand tu arrives sur un événement comme ça, qu'il y a 10 000 personnes dans la salle et tu dis ok, c'est à moi d'animer maintenant? Bah, en fait, là où j'ai vraiment eu cette boule au ventre, c'était mes premiers matchs. Mon premier match, c'était à Chartres. C'est Hervé qui avait été contacté. Il pouvait pas être là. Il me dit, Kev, écoute, c'est maintenant en fait. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que tu es avec moi. C'est maintenant que tu vas faire ton premier match. Petite salle de 800 personnes, la Halle Jean Cochet, bah, avec le C-Chart basket féminin. Okay. Mais j'ai dit à Hervé, non, mec. En fait, c'était mon rêve. J'attendais que ce jour. T'étais pas prêt? Non, je stresse, cœur à 10 000. Je dis, non, j'ai pas les couronnes, j'y arrive. Si, tu vas y arriver, machin. J'y vais, j'étais comme ça, je tremblais de partout et tout. Et puis au bout de 2 minutes, en fait, c'est la première prise de parole. Au bout de 2 minutes, après, j'étais lancé. Et là, on m'arrêtait plus. Mais ce petit stress, il m'arrive sur des gros événements. Je sais que ça m'est arrivé sur le Comet des Septors contre le PSG, où il y a eu d'adjoint en showcase en décembre dernier, il me semble, ou février, je sais. Non, février, je crois. En février 2024, où j'avoue que j'étais seul. Et si tu veux, moi, à la base, j'adore le handball, j'adore tous les sports. Mais 90% de mon travail, c'est sur du basket. Et là, une grande salle comme ça, sinon d'habitude on est au Palais des Sports, une grande salle comme ça sur du handball pour moi, j'avais peur de ne pas être au niveau que je sais que j'ai au basket. Au final, ça s'est passé à merveille. Mais oui, j'ai eu ce stress. Et sinon, sincèrement, la boule au ventre, le stress, il y a toujours un petit peu de stress avant la première prise de parole. Mais si tu veux, la première prise de parole, c'est là où tu dis bonsoir à tous, messieurs, dames, ce soir, c'est machin. Une fois que celle-là, elle est faite, le reste, ça passe.
Mais j'ai moins ce stress. Par contre, je me dis à chaque match, écoute, il y a de 2000 à 10 000 personnes qui ont payé pour passer un bon moment. Donc, toi, tu es payé pour leur faire passer un bon moment. Donc maintenant, tu vas penser à eux et tu vas faire en sorte de te donner le maximum. Et c'est pour ça que je me saigne, je me donne au max sur chaque match, que ce soit un match standard de championnat ou peu importe le final. niveau, ouais. Je me donne à fond et je me dis, je veux qu'à la fin, les gens ils aient passé ce bon moment. Et vraiment passé ce bon moment. Et c'est marrant que tu parles de ça parce que c'est vraiment important pour moi. Parce que je pense que faire passer un bon moment aux gens, ça vient de... Moi, j'ai passé trop mauvais moments avant, en fait. Et je me dis non, en fait, là, donne ce que tu peux donner aux gens. Forcément, la vie te le rendra. Mais donne ce que tu... Fais vraiment ton maximum. Sois là pour les gens. Je sais que j'ai beaucoup de collègues, et je leur tape pas dessus, et c'est pas tous, mais j'en ai beaucoup qui viennent, ils font le strict minimum. Ils restent assis sur leur chaise, ils font leur truc, machin. Ils repartent, ils prennent leur billet, ils s'en vont. Et j'y arrive pas, moi, ça. Je peux pas. Tu mets ton... Mais ça se voit, hein, j'ai envie de te dire. Pas. Moi, j'étais là au match à Comet, justement, pour les Septors. J'ai pas ressenti, tu vois, ce stress, entre guillemets. Mais par contre, j'ai senti que ça t'animait vraiment. C'est, je pense, une des premières fois où j'ai réellement, en fait, fait attention à ce que tu faisais en live. Parce que j'avais déjà été sur des événements où tu avais speaké, mais sans réellement, tu vois, c'était dans l'ambiance générale, donc c'est pas forcément ce que j'ai relevé de manière précise, tu vois. Mais par contre, je l'ai vu sur cette date parce que je suis venu en touriste, en spectateur comme les autres. Et du coup, j'ai fait attention aux moindres détails de ce qui se passait sur l'événement et sur ce qui était proposé comme show. Et tu fais partie de ce show. On dit souvent que tu vois, des artistes, même super confirmés, qui ont 20 ans de métier, je sais pas, même des Dadju Gazo qui sont passés pour les Septors, on dit souvent qu'ils ont toujours cette dose de stress avant n'importe quel show, peu importe le nombre de personnes. C'est positif et que ça se travaille. C'est quelque chose qui se travaille. Je pense qu'à terme, et toi même peut-être dans 10 ans, sur du speaking, tu auras peut-être moins cette appréhension, ou en tout cas que tu l'auras, mais tu l'évacueras d'une certaine façon. Nous, aujourd'hui, on l'a toujours, ce petit stress avant des prestats, avant un gros event où on sait qu'on ne doit pas se louper. Mais c'est marrant, tu vois, que tu parles vraiment d'expérience et que tu mettes ton cœur pour faire passer un bon moment aux gens. Parce que nous, c'est ce qu'on voit au-delà, tu vois, de notre métier. On n'est pas juste là à appuyer et faire des photos. On essaie de capturer des émotions, on essaie de capturer des moments qui sont très figés, et du coup qui retracent un peu ce que toi, tu essaies de retranscrire. De donner, ouais. Il y a un lien. Ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, je regarde, je te jure, je vais passer pour un malade mental, parce que sachant que la saison dernière, j'ai fait 60 matchs. Là, je vais en faire 32 plus cette année, je pense, minimum. Chaque match, après chaque match, ils sont tous diffusés, parce que c'est tous des clubs professionnels. Septors sur Handball TV, Chartres sur Chartres TV, l'OLB, même si je suis plus sur le site de la LNB, etc. Je regarde tous les matchs que j'anime. Ok. Ma copine me prend pour un malade mental. Tu as des photos de toi dans ta chambre? Elle a pris un jour. Au début, elle ça. envoyait à son frère, regarde-moi ce fou, il vient d'animer, et regarde le match qu'il vient d'animer. Et en fait, tu sais ce que je regarde pas. Déjà, je regarde ce que je fais, voir comment ça passe dans la salle, parce que tu entends un petit peu, même si des fois, c'est pas vraiment réaliste, mais tu entends à peu près l'ambiance générale d'un match que tu animes. Mais je regarde les gens, en fait, en tribune. Okay. Et des fois, je me dis, attends, lui, là, sur cette animation, pourquoi il n'a pas levé les bras? Alors, attends, c'est un mec de 35 ans, mais pourquoi? Et cette dame-là, elle bougeait pas. Alors, pourquoi il y a 2-3 personnes là qui n'ont pas bougé? Peut-être j'ai mal amené le truc, peut-être. Et en fait, c'est aussi une base de travail. Parce que moi, je veux pas avoir 90% des gens qui passent un bon moment, je veux avoir 100%. Alors, bien sûr, on n'aura jamais 100%. Mais en tout cas, tu fais tout pour t'en rapprocher. J'essaye. Et donc, du coup, c'est aussi une base de travail de revoir tout ça un petit peu. Parce que moi, quand je suis dans le jus, tu sais, je regarde les tribunes, mais je regarde personne. Tu sais, je regarde dans le vide. En fait, tu regardes les tribunes, mais tu ne fixes personne. Ouais. Parce que j'ai ce stress. Au final, je dis que j'ai pas le stress, mais il y a toujours un stress. Voilà. Et il faut être en confiance pour faire ça. Et donc, ouais, du coup, je regarde beaucoup après. Tu vois, je vais rebondir sur ce que tu viens de me dire. C'était la suite de ce que j'ai justement évoqué. Comme dans tous les milieux, et c'est pour ça qu'existe d'ailleurs ce podcast, c'est qu'il y a à un moment donné la créativité qui entre en jeu.
pour pas être n'importe quel speaker, tu as évidemment donc une culture, tu as une personnalité, tu as tout ça qui se détache. Mais au-delà de ça, tu as forcément dans ton travail, je pense, un processus de création, quel qu'il soit. Tu le dis, par exemple, que tu revisionnes les matchs pour arriver à perfectionner, parce que c'est du perfectionnement. Est-ce que c'est ça qui arrive à te faire peut-être innover, changer, préparer différemment? Est-ce que d'une date à une autre, forcément, tu vas changer selon la cible, selon pour avoir les bons mots? Est-ce que réellement, en tant que speaker, il y a un gros travail de préparation, comme par exemple sur une émission de radio où on sait qu'avant, tu as tellement de choses à préparer. L'émission, c'est pas que du live et de l'impro. Il y a quand même pas mal de prépa. Est-ce que c'est la même chose pour le speaking? Il y en a, c'est sûr. Après, c'est comme tout en fait. Si tu es bien organisé, quelque chose qui va te prendre 8 heures en temps normal, ça va t'en prendre 2. Okay. Au début, je passe. En fait, tous les jours. Moi, j'ai plusieurs parties dans mon métier. Il y a la partie où je suis chez moi. Je vais dans les bas-fonds de SoundCloud, de YouTube pour trouver des remixes. Moi, j'aime bien les remixes de sons qui existent déjà pour ambiancer, etc. Je recherche plein de sons pour les animations, etc. Je regarde un peu ce qui se fait aux États-Unis aussi. Il y a des trucs très sympas, même si c'est compliqué pour le moment d'amener ça en France. Je regarde ce qui se fait aussi ailleurs en France. D'ailleurs, tu me demandais les speakers. Il y en a un que je trouve très bon, Pierre Salzman, qui est à Caen notamment et à Lasvel au basket. Et je regarde ce qui se fait un petit peu. Et donc, il y a cette période-là. Une période qui me prenait avant... je pouvais passer 3 jours sur une semaine pour un match. Maintenant, en fait, j'ai déjà ma base. Donc, je vais fouiller un petit peu dans ma base, sans faire toujours la même chose. Et ça va me prendre moins de temps. Ça va me prendre, peut-être au lieu de me prendre 15-20 heures par semaine, ça va m'en prendre peut-être 5. Et puis, je sais mieux, je sais où chercher, je sais tout ça. Ensuite, il y a une phase où je fais des montages, des fois des sons. On dirait pas, mais il y a plein de sons que je mets, que je coupe pour parler au bon moment, avoir le temps. Tout est, en fait, il faut improviser, mais tout est aussi un petit peu préparé. Et après, la plus grosse partie aussi, et ça paraît anodin, mais encore une fois, la préparation va beaucoup découler sur la qualité de ta presta à la fin. Si tu viens à un match, que tu connais pas les équipes, que tu connais pas la situation du club, que tu connais pas qu'elle soit sportive, administrative, tout ce que tu veux, si tu sais pas où tu mets les pieds, tu vas te rétamer. Et tu vas parler d'un truc que tu ne connais pas. Et tu vas être la personne qui explique à des milliers de personnes une chose que toi-même tu n'as pas compris. Et donc ça va en découler sur ta prestation. Même si tu es un bon animateur, tu seras forcément à côté de la plaque. Donc il y a aussi cette partie où moi je suis toute l'actualité, j'ai les notifications sur tous les nouveaux posts, Insta, Facebook, Twitter, TikTok, des clubs où je travaille. Je suis les compos, je suis les championnats, je suis tout ça. Et après, voilà. Et donc après, il y a la recherche donc, d'animation, la création. Des fois, moi, c'est souvent la nuit, au moment de dormir vers 1h ou 2 du matin. C'est là où on est le plus créatif. Mais c'est vrai, je suis dans mon lit et je suis là, je répète des trucs dans ma tête. Du bruit. Comme ça pourrait bien marcher. Je le note dans mes notes d'iPhone et je le réessaye le lendemain. Je suis dans ma salle de bain, je fais machin avec la musique. Je t'ai dit, il faut pas me voir, je passe pour un fou. Okay. Et mais oui, il y a de la préparation. Il faut pas croire qu'on arrive, tout est déjà calé. Ou alors, le gars qui fait ça, il va pas faire long feu. Après, j'ai une meilleure organisation qu'il y a 2 ans. Donc oui, j'ai moins d'heures de travail qu'il y a 2 ans. Il y a peut-être une certaine base qu'on travaille, c'est comme nous, sur les retouches photos, sur du montage, sur plein de choses. Il y a des ressources, des outils, des choses qu'on prend du temps de créer dans un premier temps qui vont nous faire gagner aussi du temps après. Je pense à, je sais pas, par exemple un DJ, on suit pas mal de DJ, nous, tout au long de l'année. Ils préparent leur set, ils laissent un peu part à l'impro pour, en fonction de la cible qu'ils vont avoir en face. Je pense que toi, c'est le même process finalement. C'est de l'impro total, parce que moi, si l'équipe elle est menée de 10 points ou si elle mène de 8, ça va pas être du tout la même chose que je vais te proposer. Mais c'est une impro préparée. Ça veut dire que je vais improviser avec des trucs que j'ai déjà en tête ou sur mon PC ou que je sais déjà. Ouais. Mais à tout moment, ça peut changer. Mais il faut, et c'est là, je pense, c'est là la qualité d'un très bon speaker, c'est l'adaptabilité et savoir s'adapter au scénario, au public, à l'ambiance sur place. Parce qu'il y a des fois, tu n'as rien besoin de faire. Le public, il est déjà hyper chaud. Tu as juste à l'accompagner. Et c'est ça, moi, là où tu peux te démarquer des autres speakers. Sinon, normalement, et je pense que la plupart bossent comme moi, il y a la préparation des sons, des animations. Toujours se mettre à jour. Forcément.
parce que moi, j'aime bien proposer des choses que tu vois pas ailleurs. Donc, j'aime bien balancer. On est en 2024, j'aime bien balancer des trucs qui sont sortis là il y a 10 jours ou il y a 2 semaines, tu vois. Un peu remixé, un peu machin. Et voilà, donc il y a toujours cette partie. Faut être à jour. Il faut vivre avec son époque. Parce que si tu es depuis 20 ans, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de changements maintenant dans le milieu, et que moi, je prends la place de certains sans leur manquer de respect, c'est parce que c'est des gars qui sont adorables. Ils étaient très bons il y a 20 ans. C'est mis à niveau, voilà. Ils les ont pas eu. En fait, ils étaient très bons il y a 20 ans, mais ils font des trucs d'il y a 20 ans aujourd'hui. Mais ça marche plus. On peut comparer ça avec des iPhones. Hein. Exactement. Mais c'est vrai. Alors, c'est un peu drastique, mais un iPhone 5S à l'époque où il est sorti, il était magnifique. Mais bien sûr. Fais un Vine aujourd'hui de 6 secondes, ça va être difficile de percer avec une vidéo de 6 secondes. Surtout avec une application qui n'existe plus. Non, mais je veux dire, fais un modèle Vine, même sur TikTok. Un truc de 6 secondes, c'est très rare. Tout ça pour dire, on vit avec son époque, les modes, elles changent, les attentes, elles changent. Et ben, comme beaucoup, si tu fais des photos, des vidéos avec des appareils d'il y a 20 ans, c'était déjà très quali à l'époque, ce qui était au top du top. Mais ce ne sera pas la même saveur. Ou en tout cas, avec une réalisation d'il y a 20 ans. C'est ça qui te donne aussi peut-être un train d'avance sur la suite, quoi. En tout cas, qui te permet de prévoir l'après. Moi, pour l'instant, je sais que c'est ce qui me démarque. Après, je sais qu'il y a des gars qui vont être comme moi, qui vont arriver. Sauf que moi, je serai le gars d'avant. Donc, mon but, c'est de ne pas être ce gars d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans. Après, ça va. Mais au moins, tu en as conscience. Ah oui. Parce que je pense que, tu vois, toi, c'est le cas, par exemple, dans ce milieu-là. Nous, on a aussi la comparaison, tu vois, avec des photographes qui ont connu l'époque de la photo, même argentique, où tu développais tout. Tu avais vraiment les boutiques photos où tu développais tes pellicules. Enfin, ça n'existe plus, tout ça. Aujourd'hui, les magasins de photos, il n'y en a plus tant que ça. Forcément, nous, on se pose la question de comment ça sera dans 10, 20 ans. Est-ce qu'on arrivera toujours à suivre? Donc, on fait tous les efforts, tu vois, à droite à gauche, pour un peu suivre les nouvelles technos, les nouvelles techniques qui se font, arriver à faire des choses qui plaisent. C'est ça la vraie difficulté de nos métiers, de tout ce qui est événementiel, de tout ce qui est nouveau métier. C'est que dans 2 ans, tu peux être complètement dépassé, ou même dans 5 ou dans 6 mois. Et en fait, il faut toujours il faut être au goût du jour, et il faut vivre avec son époque et anticiper, en fait, ce qui va être la suite. Ce qui nous a fait peur pendant un moment, c'était l'IA, forcément, par rapport à nos métiers. Toi, je sais pas si aujourd'hui tu rencontres des difficultés avec ça. Pas du tout. Je pense pas. Parce qu'une IA pourra jamais, quoi que tu fasses, et même elle pourra jamais parler à la place d'une personne vivante, avec un vrai cerveau. Même si elle est 10 fois plus intelligente, dans sa base de données, elle pourra jamais... En fait, une IA, la différence entre une IA et une personne normale... C'est l'humain. C'est l'humain, c'est les émotions. Et moi, mon métier, c'est faire vivre des émotions aux gens. Donc là-dessus, je pense que je suis tranquille. Par contre, c'est pour les métiers, les métiers comme que ce soit le graphisme, vidéo, photographe, tout ça, ça peut... Écoute, l'avenir nous le dira. Ouais. L'avenir nous le dira. Toi, je pense qu'il y aura un retour, je te coupe, mais je pense qu'il y aura un retour. C'est comme tout, on aime bien revenir à des choses d'il y a 20 ans, qu'on faisait il y a 20, 30 ans et tout. Et même si l'IA, elle arrive à son top du top, on dira, vas-y, on en a marre de l'IA, on veut, tu vois, on veut vivre et tout, machin. Concret, Et je pense que ça prendra de la place. Il y a des emplois qui vont se perdre, mais il y aura toujours besoin de l'homme. C'est sûr. Dans tout, je pense. Et ce futur, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, si tu n'avais pas été drivé par ce côté speaker dans le sportif, est-ce qu'il y a un autre secteur vers lequel tu serais dirigé, au-delà peut-être de la musique et de la radio dont tu parlais? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre un jour qui t'a fait envie, qui n'a rien à voir avec tout ça, un métier que tu aurais pu faire qui n'est pas vraiment lié? Quand j'avais 15 ans, je voulais être rappeur. Ok. T'as vu la tronche du rappeur? J'avais même enregistré un son avec un pote dans un studio miteux. Mais non, à la base, je voulais être journaliste. Okay. Commentateur sportif. En fait, si ça reste dans le même milieu, mais de radio, etc. Ouais. Vraiment tout ce qui est en rapport avec le sport. Et c'est marrant que tu me poses cette question parce que je me suis dit récemment, en fait, qu'est-ce que je peux... En fait, je sais rien, pas faire grand-chose. Tu sais parler? Oui, mais en fait, à part parler, en fait, tous les métiers qui touchent à parler. Donc, avant, j'étais animateur en club vacances, j'étais animateur radio, j'étais animateur périscolaire, en centre de loisirs, tout ça. Okay. Toujours, il y a eu animateur dans mes métiers, je te jure que c'est vrai. Quand j'ai été bosser 2 mois à Amazon, juste avant Skyrock, je me suis dit, en fait, comment ils font? J'ai un immense respect pour les mecs qui bossent à l'usine et tout, mais je le dis vraiment parce que... Pourquoi je les respecte? Parce que moi,
mentalement, je n'ai pas leur force. Mais vraiment, c'est un réel respect que j'ai pour eux. Tous les métiers compliqués, même les maçons, l'hiver, tous les métiers compliqués, tous, qui, qui consistent en une tâche répétitive, physique dure, éprouvante et où le matin, tu te lèves, tu sais ce que tu vas faire. Moi, je vais à un match, je sais ce que je vais faire, mais il se passe plein de choses. Oui, mais tu as une grosse part d'impro, d'inattendu, de... C'est ça. Et moi, je me dis, en fait, j'aurais pu rien faire. Journaliste, c'est ce que je voulais faire vraiment tout gamin. Ou avocat, j'aurais aimé avocat. Mais il fallait faire des études et c'était pas pour moi. J'ai dit au bac, j'ai arrêté. La première, les absences... Ah ouais, déjà, première terminale et tout. Non, ouais. On approche de la fin du podcast. Mais avant qu'on s'arrête, est-ce que tu as l'anecdote la plus insolite qui est arrivée ces 3 dernières années dont tu peux me faire part via le speaking? Alors, ça peut être une anecdote pendant un match, pendant une rencontre, ou ça peut être même de l'après-match. Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu une anecdote quand même vachement intéressante où quelque chose t'a surpris, t'a choqué, ou au contraire t'a fait peur? J'en ai une. C'est pas l'anecdote de l'année, en tout cas qui me vient là comme ça. C'était la saison passée. Mais c'est pas un truc de fou. Hein. Vous allez être déçus là, je la tease. C'est pas un truc de fou. C'est tu sais, donc j'étais à l'OLB et tu sais après les matchs de basket, il y a le VIP avec les partenaires et tout, petit cocktail et tout. Mais c'est nul comme anecdote. Mais pour l'instant en tête j'ai que ça. Et on était au VIP et tout. Et c'était un de mes premiers matchs. C'était, je sais pas, peut-être en novembre, octobre, novembre, je sais plus exactement. En tout cas, c'était un des premiers matchs que je faisais. Et je discutais avec un joueur, je crois que c'était le capitaine, je sais plus quel joueur, mais un joueur qui était ultra apprécié du public. On discutait au VIP et tout, machin. Et là, t'as une dame qui arrive avec ses 2 enfants. Et genre, on était en pleine discussion, elle nous dérange et tout. Enfin, elle nous dérange jamais, mais elle vient, elle nous coupe. Bonjour, excusez-moi... Elle me regarde et elle regarde le joueur. Elle fait: serait possible de prendre une photo? Et je lui dis: ouais, bah donnez-moi votre téléphone, je vais la prendre. Ah non, mais avec vous en fait, tu vois. Génial. Et c'était ma première photo que j'ai fait. Et depuis, il y a eu des autographes, des petites photos ici et là. Maintenant, on me reconnaît un petit peu dans la rue à Orléans. C'est pas fou, mais. Et d'ailleurs, ma copine, ça la fait rire parce qu'elle dit: ouais, non, mais vas-y, arrête de faire ta star et tout, machin. Mais voilà, en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit: purée, mais en fait, mission réussie, en fait, je fais kiffer les gens. Au point où ils veulent prendre une photo avec toi. Bah, en fait, s'il y a ce truc, moi, c'est ridicule de prendre une photo avec moi. M'en demandez pas, d'ailleurs. Le pire, c'est les autographes. En plus, ma signature, elle est horrible et tout. Mais je me dis, en fait, mission réussie. Et à partir de là, souvent, on m'a demandé des photos, etc. Et donc, il y a ça. Et puis, j'ai une deuxième anecdote. C'est en lien avec mon début au Paris Volley. Il y a un joueur des Septors, il s'appelle William Acambray, champion olympique avec l'équipe de France de hand. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est moi, quand j'étais gamin, c'était pas une idole, mais mec, je me dis: vas-y, t'es pas dans le même monde que tous ces sportifs. C'était une star du hand, en tout cas à l'époque. Il nous a fait gagner plein de titres internationaux. Et un jour, j'ai un DM sur Insta de Yannick Bazin, qui est donc le directeur sportif du Paris Volley et qui est 80 sélections en équipe de France de volley. Il a une carrière immense et aujourd'hui, il est directeur sportif du Paris Volley, qui est, je pense, avec Tours, mais un des plus gros clubs, en tout cas, de l'histoire du volley français. Très gros club, autrefois européen, et qui est amené à revenir sur la scène européenne. Il me DM sur Insta et tout. Ouais, salut et tout. Écoute, on m'a parlé de toi et tout. Speaker, j'ai envie que tu sois notre speaker et tout. Okay. C'était il y a 1 an à peu près. Et j'ai dit: mais qui t'a donné mon contact? William Acambray, si tu veux, je lui ai jamais parlé aux Septors. On se saluait comme ça, mais moi j'étais speaker, il était joueur. Il y a des joueurs avec qui je m'entends très bien. D'autres, moi c'était tout frais. Donc j'ai pas eu le temps d'installer une relation avec lui, de faire connaissance. Et c'est lui qui a fait le lien. Et Yannick, Et en fait, Yannick me dit: c'est William Acambray qui. Et en fait, je me dis, le gamin que j'étais à 10 ans quand je le regardais à la télé, William Acambray, pas de 10 ans, parce qu'il va 15 ans, il y a une dizaine d'années. Donc à mes 15 ans, on va dire. Je me suis dit: putain,
William à Cambrai, que tu étais là comme un fou devant lui à la télé, maintenant il te conseille pour bosser. Et c'est un gars qui a 80 sélections en équipe de France, qui est un monstre du basket français, qui connaît toutes les stars, il connaît Rai du PSG, tout le monde c'est ses potes. Le gars t'appelle, il te contacte et tout machin. Et là, il y a eu ce truc, c'est pas une anecdote spécialement fou, mais de fierté. Et donc c'était en décembre 2023. Après, depuis là, je suis au Paris Volley jusqu'à très longtemps. Et c'est de ce jour-là que je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire. Là, ça va vraiment être mon métier, en fait. Et c'est que ça a réveillé l'âme en moi du gamin qui rêvait de bosser dans le monde du sport. Je l'ai pas pu par mes performances de sportif, mais je l'ai fait par une autre façon. Et c'est une grande, grande fierté. Après, j'aurais plein d'autres anecdotes, mais là, en tête, c'est déjà... Tu l'as fait par la voix, en tout cas. De pas mal, on va dire. Ouais, c'est ça, ouais, du coup. Ouais, super. Pour conclure tout ça, si tu avais un mot à nous donner, un mot de fin, pour donner envie à une personne de faire ton métier, parce que maintenant c'est ton métier, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ou qu'est-ce que tu lui dirais? De ne pas vouloir le faire par soi-disant envie d'être connu ou reconnu. Même si moi, si je fais ce genre de métier, c'est parce que j'ai besoin d'être un peu donner de l'amour, enfin donner des émotions, mais d'en recevoir. Mais ne pas faire ça par envie d'être connu, reconnu, gagner beaucoup d'argent. Mais il faut être passionné, comme beaucoup, comme toi. Mais vraiment, parce que ça veut dire que si tu n'es pas passionné, de toute façon, il n'y a personne qui va te prendre. Être passionné et croire en soi, parce que on vous dit des fois... il y en a, ils disent je suis parti avec 0, mais en fait c'est un gars qui est parti à 0, mais avec 50 000 balles. Moi je suis parti à 0, mais 0, rien. J'avais même pas un PC au moment où j'ai contacté l'OLB. J'ai un petit PC, je suis parti de 0 et j'ai cru en moi. Et c'est vraiment, croyez en vous, je sais que c'est une phrase bateau, mais croyez en vous parce que si vous êtes persuadé que vous avez les capacités de le faire, il n'y a personne qui va, au début en tout cas, vouloir le montrer à votre place. Il n'y a que vous. Il y aura des moments plus compliqués, mais quand vous croyez en vous, forcément, ça va marcher. Si vous êtes sûr de vous, que vous êtes bon, que vous êtes fait pour ça, il faut y aller. Parce que c'est vraiment la chose la plus vraie du monde. Si vous êtes sûr de vous, que vous croyez en vous, vous croyez en vos capacités, que vous savez que vous en êtes capable, faites-le, foncez. Et si vous pensez être capable d'être un très bon speaker, très bon animateur, foncez, contactez-moi et je vous donne quelques contacts. Je peux vous aider même s'il faut. Mortel. Merci Kevin. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.